Bonjour à tous. Nous avons la joie d'être en contact avec nos collègues de la chaire santé de la Fondation nationale de sciences politiques, Sciences Po. Messieurs Bergeron, Monsieur Duhamel ne peuvent pas vous voir. Nous avons, messieurs, environ 80 personnes à l'amphithéâtre qui vous voient et vous entendent. Je crois que vous ne pouvez pas voir les publics, l'ensemble de l'amphithéâtre, mais nous sommes nombreux là pour vous entendre. Et donc, on vous demande de parler doucement et directement au microphone pour que l'interprète puisse vous entendre et faire correctement la traduction, d'accord? D'accord, donc Bonjour. Bonjour. Donc, est-ce que vous m'avez entendu sur les microphones, parler directement au microphone et doucement? Oui. D'accord. Donc, on pourrait commencer. Nous avons la joie d'être en contact avec Monsieur Henri Bergeron, qui est le coordinateur scientifique de la chaire santé de Sciences Po Paris, et également avec Monsieur Gilles Duhamel, qui, aux côtés de Julieta Buteau, a créé la chaire santé de Sciences Po Paris, est inspecteur général des affaires sociales et maître des conférences à Sciences Po Paris, et a été aussi membre du comité de sages qui a présenté à l'invitation du Premier ministre français, Jean-Marc Ayrault, un rapport très important sur les stratégies nationales de santé françaises. Donc, je passe la parole à nos collègues à Paris. Merci encore pour être avec nous cet après-midi. Bonjour, c'est nous qui vous remercions de nous accueillir chez vous grâce à la technologie. On est très honoré de participer à votre colloque et j'espère à vos réflexions. Avec Isabelle Gouriot, ici présente à ma gauche, et Monsieur Duhamel, on a convenu que j'allais commencer par vous présenter la chaire santé de Sciences Po et son esprit, et puis ses missions, ses objectifs. Et puis ensuite, je passerai la parole à Gilles, qui essaiera de réfléchir, rebondir sur les thèmes qui vous animent aujourd'hui, vus d'une perspective française, dans une situation politique, comme vous l'avez dit, en France très intéressante, puisque de grands plans de politique de santé sont en cours d'élaboration. Alors, donc moi je suis un chercheur du Centre national de la recherche scientifique en sociologie et en sciences politiques, professeur à Sciences Po également, et j'ai rejoint la chaire santé il y a quelques années parce que c'est un projet extrêmement original qui n'a pas beaucoup d'équivalent dans les universités et le monde académique français, et qui est typiquement un projet qui correspond à l'identité de notre université, enfin de notre institution d'enseignement supérieur, Sciences Po. Alors, une façon rapide de définir la chaire santé, c'est, dans une tradition typique de Sciences Po, un espace permettant le dialogue et la rencontre entre autorités publiques, décideurs publics, recherche académique, milieu intellectuel et expertise, et troisième pôle, société civile, sur les questions de santé au sens très large. Alors,
beaucoup de sujets nous intéressent, mais compte tenu du fait qu'on œuvre dans le cadre de Sciences Po, c'est vrai que nous sommes particulièrement intéressés par les dimensions politiques de la santé. En fait, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre quelles sont les contributions que différentes disciplines de sciences sociales, y compris l'économie, et oui, y compris l'économie, mais bien sûr le droit, la sociologie, la science politique, l'anthropologie. Donc la façon dont ces disciplines peuvent nous aider à saisir les grands enjeux de santé et peuvent nous aider à définir des directions souhaitables pour nos politiques de santé. Alors, son fonctionnement, c'est un fonctionnement assez particulier puisque nous avons un comité exécutif assez réduit, dont 3 représentants sont devant vous aujourd'hui. Et ensuite, nous fonctionnons par cercles concentriques successifs avec toutes sortes de professionnels, experts, scientifiques, hommes politiques, hauts fonctionnaires, qui tous, à différents moments, participent aux activités de la chaire. Alors, quelles sont les activités de la chaire? Alors, elle a vraiment une activité, comme je vous le dis, de médiation entre sciences et politique, avec l'organisation de conférences nombreuses, avec l'organisation de séminaires qui donnent suite à des publications. Elle joue aussi un rôle dans la structuration de l'enseignement sur les questions de santé à Sciences Po. Nous avons notamment une relation très forte avec un executive master sur la gestion des politiques de santé. Ça, c'est vraiment une première activité, je dirais, de médiation entre sciences et politique. Elle a une deuxième activité qui est celle de la contribution à la recherche académique. Très souvent, des professionnels, des décideurs publics ou d'autres chercheurs se tournent vers la chaire santé pour leur proposer toutes sortes de recherches, de sujets. Alors on a toutes sortes de partenariats, y compris avec des universités étrangères, mais également avec d'autres universités dans le cadre des transformations de l'enseignement supérieur français. Et nous réalisons, en fonction des disponibilités des uns et des autres, des recherches. Alors, on a 4 thèmes qui nous intéressent particulièrement. Je vais vous les dire et puis je m'arrêterai là parce que ma présentation est déjà longue. Nous nous intéressons beaucoup à la question des inégalités de santé en France. La France est réputée pour avoir un système assez performant, mais néanmoins un gros producteur d'inégalités sociales de santé, inégalités d'accès à la prévention, inégalité d'accès aux soins et inégalité face à la maladie et à la santé au sens large. Nous sommes aussi très intéressés, y compris dans ces dimensions politiques, sur les relations qui existent entre santé et activité économique. Donc la santé pas simplement comme un coût pour la collectivité, mais la santé également comme une activité productrice de bénéfices économiques. Nous sommes également, troisième axe, intéressés à émettre des opinions raisonnées sur les tendances futures des systèmes de santé. Donc nous avons développé une activité prospective. Nous avons donc développé un office de prospective en santé qui régulièrement publie des rapports, généralement fondés sur les travaux d'experts en commission qui concernent des évolutions structurantes à venir. 2 exemples, on en a publié un sur les tendances épidémiologiques dans les décennies à venir, et nous avons également beaucoup réfléchi sur les probables, possibles, vraisemblables transformations des relations
médecins ou soignants patients à l'horizon 2025. Dernier point, hein, et je m'arrêterai à ce moment-là de parler, nous travaillons beaucoup aussi sur la question des crises, des risques et des politiques de sécurité sanitaire. Nous nous intéressons, je vous dis, nous nous équipons de toutes les disciplines de sciences sociales possibles, la sociologie et l'anthropologie pour comprendre l'attitude des individus, des citoyens face aux risques, mais également la sociologie et la science politique pour comprendre les réactions politiques aux crises. Qu'est-ce que c'est que d'être en charge d'une autorité publique au moment d'une crise de santé? Nous en avons connu beaucoup en France. Et puis, nous nous intéressons également à l'utilisation de modèles épidémiologiques permettant de cerner les évolutions de la survenue, par exemple, d'épidémies de manière relativement soudaine. Donc voilà 4 grands thèmes majeurs qui donnent lieu à des projets de recherche ou à des opérations de dialogue avec les autorités publiques et la société civile dans le cadre de conférences. Et voici un peu résumé le plus succinctement possible, j'espère que je n'ai pas été trop long, notre programme, et à partir de là, chacun d'entre nous avons nos propres activités de recherche plus spécifiques. Merci de votre attention. Si vous voulez bien maintenant, nous allons procéder à quelques commentaires sur les différents thèmes que vous nous avez signalés comme ceux de votre journée de travail aujourd'hui. Le premier thème concerne, si nous avons bien compris, le sujet de l'accès aux médicaments, particulièrement aux médicaments les plus onéreux, qui seraient source de distorsion dans la répartition des ressources publiques, d'une part, et d'autre part, qui susciteraient un nombre de procédures de recours juridiques qui, du coup, posent problème pour la décision publique. Est-ce qu'on a bien compris votre problématique? Alors, on ne vous entend plus, mais est-ce que vous nous entendez? Voilà, c'est... Oui, on vous entend parfaitement. On a dû couper mon microphone parce qu'il y avait une microphonie. Il faut vous dire aussi que vous ne voyez pas l'amphi, mais l'amphi est complet. Il y a une centaine de personnes qui vous entendent. Je viens de vous envoyer par email quelques photos de l'amphithéâtre. C'est gentil, merci. Alors, sur le sujet de l'accès aux médicaments onéreux, nous avons, nous aussi, le même type de problème, à une réserve près, me semble-t-il, c'est que aujourd'hui, la problématique se limite à un problème de décision publique et jusqu'à aujourd'hui n'a pas eu d'impact sur la possibilité pour les personnes malades d'accéder aux médicaments les plus onéreux. Donc c'est un problème de politique publique, mais plus exactement de régulation de la dépense publique. Les outils dont on dispose pour juger de l'opportunité de financer les médicaments les plus onéreux sont des outils essentiellement juridiques. Et il nous semble que, alors tous ne sont pas forcément suffisamment opérationnels. C'est la raison pour laquelle nous avons réfléchi récemment à l'opportunité de modifier certaines règles juridiques. Mais l'intérêt pour nous de baser la décision sur un appui juridique
nous semble essentiel. Et l'approche que nous aujourd'hui, nous Sciences Po préconiserions est double. Elle serait d'asseoir le droit de la décision de financement sur deux approches complémentaires. Une approche fondée sur les finalités. Autrement dit, les finalités pour accepter de financer un médicament onéreux peuvent être multiples. Elles peuvent être liées à l'amélioration qu'apporte le nouveau médicament par rapport à d'autres produits. Elle peut poursuivre une autre finalité, le meilleur coût ou le moindre coût possible. Elle peut aussi prendre en compte d'autres éléments comme le bon usage des médicaments ou le risque de mauvais usage, de mésusage. Elle peut également prendre en compte un aspect de politique industrielle nationale par lequel, par le biais d'un financement ou d'un prix élevé, on pourrait favoriser une industrie, pas d'ailleurs une industrie nationale, l'Europe ne nous le permettrait pas, mais une industrie sanitaire en France. L'autre élément qui est régulièrement pris en compte en France concernant la fixation des prix concerne le prix attribué dans des pays comparables, qui sont les pays voisins de la France. Mais tout ça pour dire que on peut baser la décision sur différentes optiques de finalité, mais toutes ces optiques-là, toutes ces finalités sont décrites par le droit positif. Le deuxième élément qui n'est pas actuellement pris en compte de façon explicite en France, mais qui pourrait, selon nous, ou même qui devrait faire l'objet d'une approche plus explicite, c'est le fait de se référer à un certain nombre de principes fondateurs pour l'organisation du système de santé qui permettront éventuellement d'asseoir la décision sans avoir à prendre en compte spécifiquement les intérêts ou les enjeux d'un produit particulier, mais en se référant à des principes fondamentaux qui sont ou qui devraient être pour nous celui de la solidarité, celui de la juste répartition de la dépense publique, celui de la proportionnalité de la ressource consacrée à l'utilité attendue pour la collectivité, celui de l'égalité d'accès aux médicaments et celui de l'équité. Et il nous semble qu'en combinant à la fois des finalités explicites et la référence à des principes fondamentaux, on serait plus armé, notamment face à des contentieux qui, chez nous également, sont en train de se multiplier. Et de ce point de vue-là, bien que je n'ai pas la référence précise en tête, il serait utile de se référer à un arrêt du tribunal fédéral de Berne qui doit dater autour de 2010 et qui invoque dans ce pays qui pourtant est très favorable à l'industrie pharmaceutique, qui est un fleuron de l'industrie nationale, qui invoque des principes fondamentaux pour pouvoir ne pas rembourser, pour pouvoir ne pas prendre en charge un médicament onéreux particulier, mais à la limite, peu importe le médicament, c'est l'intérêt de la référence au principe qui est importante. Voilà les éléments les plus importants, si je puis dire, qui me sont venus à l'esprit pour répondre à votre préoccupation. Nous avons par ailleurs travaillé sur les outils techniques qui sont actuellement utilisés
pour prendre en compte les finalités juridiques dont je vous ai parlé. Et donc nous avons été, soit dans le cadre de Sciences Po, soit dans un cadre plus général, à l'origine d'orientations techniques nouvelles pour mieux apprécier l'intérêt relatif d'un nouveau médicament. Si maintenant je m'adresse à votre préoccupation concernant l'expertise, c'est un sujet compliqué, chez nous en France également, pour de multiples raisons. Et là encore, la manière que nous avons eue pour essayer de progresser se situe sur différents niveaux. Le premier est un principe de gestion qui généralement est appliqué par de nombreux pays, qui consiste à distinguer le lieu d'évaluation du lieu de décision. C'est un principe qui a été notamment mis en avant dans le cadre du droit relatif à l'environnement. Nous, sur ce sujet-là, nous avons adopté en France une position qui n'est pas partagée par tous les pays et qui même a suscité, lorsqu'elle a été adoptée en France, une certaine controverse, bien que le texte législatif ait été adopté à l'unanimité par le Parlement. Mais dans les discussions préalables, il y a eu des prises de position différentes. Il s'agit en fait précisément de la création d'une agence spécifique publique dédiée à l'évaluation du médicament. Et dans le cadre de cette agence, nous avons organisé une évaluation qui se base à la fois sur une expertise interne à l'agence et sur une expertise extérieure, essentiellement des médecins dans les hôpitaux publics, experts de thèmes particuliers. Et nous avons distingué ce lieu d'expertise, ce temps d'expertise, avec la personne qui, elle, décidait de la sanction administrative, à savoir l'autorisation ou non de mise sur le marché. Et autant le lieu était le même, l'agence, autant les personnes responsables de l'évaluation étaient distinctes du décideur, la décision étant remportée par le directeur général de l'agence. De surcroît, un certain nombre de principes doivent pouvoir être pris en compte, celui de la transparence, notamment dans le cas où la décision ne va pas suivre la proposition faite par l'expert ou les experts. Il nous semble important que la décision ne soit pas totalement dépendante de l'expertise et puisse prendre en compte d'autres considérations que l'évaluation qui est faite. Si je reprends l'exemple du médicament, l'évaluation sera essentiellement fondée sur des considérations médicales, la décision pouvant être prise au regard d'autres éléments, par exemple des éléments de politique publique autres, par exemple dans le cadre du domaine sanitaire, des éléments d'intérêt collectif de santé publique qui dépassent le cadre spécifique du médicament, mais aussi nous avons plaidé en France ces dernières années pour introduire d'autres considérations, notamment dans la décision médicamenteuse, mais plus largement à terme
dans la décision en matière de santé et d'organisation du système de santé pour introduire en sus de la préoccupation scientifique et médicale une préoccupation d'ordre médico-économique. Pour ce qui concerne la transparence, d'une part, le droit à ne pas suivre la recommandation de l'expert, d'autre part, la nécessité de bien faire apparaître des avis contradictoires d'experts s'il en existe. Et enfin, dernier point qui est probablement le plus délicat, celui de la gestion des conflits d'intérêts, à la fois des experts, mais aussi des décideurs. Sur le sujet de la gestion des conflits d'intérêts, le corpus législatif s'est enrichi au fil des années. Certains aspects d'ailleurs ne sont toujours pas réalité, ce qui prouve que le droit est une chose et la réalité une autre, parfois. Toutefois, nous avons avancé dans la réflexion sur ce qui constitue le risque de conflit d'intérêts. Et donc, nous avons avancé à la fois sur la situation à risque, la définition de la situation à risque, sur la notion de degré de risque, et enfin sur les modalités à suivre en cas de risque jugé excessif. Voilà les principaux éléments que je voulais vous proposer concernant l'expertise. Un troisième thème a retenu votre attention aujourd'hui, c'est celui de la démocratie participative dans l'organisation et le fonctionnement du système de santé. Et donc, si vous le voulez bien, nous allons intervenir successivement, Henri Bergeron et moi-même, sur ce sujet pour vous donner quelques éléments de notre propre réflexion. Merci Gilles. Bon, j'aurais bien évidemment, mais le temps nous manque, des compléments à apporter à tout ce que vient de dire Gilles, qui sont des sujets vraiment d'importance, en particulier sur la question de conflits d'intérêts qui occupe beaucoup, aussi dans l'opinion publique, l'attention. Alors sur cette histoire de démocratie sanitaire, comme on a pu la qualifier, je voudrais faire juste quelques commentaires qui sont des commentaires de sociologues et de politistes, hein, quand on fait un peu une analyse de la littérature qui porte sur la mise en œuvre des dispositions qui notamment ont été définies en France à partir de 2002 dans la loi sur le droit des patients, hein, et qui ont été complétées par la suite. Je ne reviendrai pas sur les détails de cette histoire législative. Eh bien, on peut faire il y a deux grands groupes de constats. Deux grands groupes de conclusions. Il y a d'abord beaucoup de travaux qui se sont intéressés je dirais, aux droits des patients dans leur relation individuelle avec les soignés. Donc, au-delà, j'ai envie de dire, des dispositions qui visent des objectifs d'installation des conditions pour qu'un consentement éclairé puisse se réaliser, qui vise l'information des patients, qui vise finalement à saper ce que en France on a appelé le paternalisme médical. Eh bien, quand on regarde les quelques études qui sont disponibles sur la mise en œuvre de ce droit des patients, eh bien, on est beaucoup plus modeste.
modeste parce que l'on se rend compte que d'abord beaucoup de médecins et de professionnels, et ça dépend d'ailleurs des spécialités, n'ont pas renoncé à ce modèle paternaliste de la décision et continuent, au-delà des discours d'apparence, de considérer que l'asymétrie d'information entre patient et professionnel est fonctionnelle, c'est-à-dire qu'elle permet un bon soin, un meilleur soin. Alors ça dépend bien sûr des spécialités, ça dépend également des pathologies concernées, pathologies graves, bénignes, pathologies chroniques, pathologies aiguës. Hein. En fonction des pathologies, on imagine bien que cet idéal d'échange et d'information et de consentement éclairé ne se réalise pas avec la même nécessité. Dans le cadre de maladies chroniques, les études que nous avons montrent que l'accord des patients sur des thérapeutiques qui vont avoir un impact considérable sur leur mode de vie est absolument nécessaire. On remarque également donc, que ça varie suivant les spécialités, je me répète, suivant les pathologies, mais ça dépend également des patients. Certaines études nous montrent que toutes les classes sociales en France ne sont pas égales dans leur demande d'information. Il faut d'une certaine manière avoir été éduqué à revendiquer des droits pour effectivement tenter de les obtenir et qu'ils soient respectés. Or, il est manifeste que dans certaines populations, dans des situations plus difficiles, y compris même dans des populations, je pense à un travail sur les populations de personnes migrantes, parfois en situation irrégulière en France, l'exigence de la mise en œuvre et de respect de ces droits est très compliquée à réaliser. Et ce n'est pas le travail des ONG, par ailleurs extrêmement louable, qui est suffisant, malheureusement, pour que ces droits soient réalisés. Mais il existe aussi toute une série de situations où les patients eux-mêmes et leurs familles refusent tout bonnement d'être associés à des décisions dont ils veulent absolument que ce soit le médecin qui prenne l'entière responsabilité. Là encore, je pense à une étude très intéressante sur les décisions d'arrêt de vie en néonatologie, par exemple, où on a vu des parents revendiquer, à l'heure de la démocratie sanitaire et de la décision partagée, revendiquer que la décision soit prise sans qu'ils ne soient consultés et même tout juste informés. Donc ça, c'est le premier groupe de constats sur la mise en œuvre de la démocratie sanitaire, on pourrait dire, ou de certains de ses principes, au niveau individuel. Alors je serais plus bref au niveau collectif. Qu'en est-il? Il est beaucoup trop tôt pour tirer un bilan complètement raisonné et définitif, mais qu'en est-il de la participation des représentants de patients ou d'usagers du dispositif de soins ou des familles de patients dans et la formation des politiques publiques et la gestion des établissements? Alors, là encore, je vous dis, il faudrait finalement vraiment détailler, suivant les lieux, suivant le type d'établissement, suivant le type de mécanisme politique, mais on peut dire déjà que la participation est difficile. Quand vous interviewez les associations de patients, nombreuses sont celles qui font valoir qu'elles n'ont pas assez de personnel ou de bénévoles à envoyer formés pour participer à la gestion des établissements de soins ou pour participer à l'élaboration de politiques de santé au niveau local et au niveau national.
elles font également valoir la difficulté qu'il y a à représenter le patient en général. Beaucoup de ces associations de patients se sont construites, d'un point de vue identitaire, autour d'une pathologie spécifique, d'un trouble particulier. Beaucoup de ces professionnels se sont construits individuellement aussi dans cette lutte pour la reconnaissance parfois d'une pathologie qui était jusqu'alors négligée par les autorités publiques. Et leur participation au système de soins comme représentant désingularisés d'un ensemble de pathologies leur paraît beaucoup plus difficile. Et ils se retrouvent à défendre finalement des exigences qu'ils considèrent être de nature très générale. Je vais vous dire même que nous avons eu des interviews avec des représentants d'associations de patients qui regrettaient les années d'avant le passage de la loi sur le droit des patients en 2002. Parce qu'à cette époque-là, au moins, ils avaient un accès direct, pour certaines d'entre elles en tout cas, au cabinet des ministres, aux plus hautes sphères de l'administration, et qu'ils se retrouvent désormais prisonniers de mécanismes certes plus démocratiques, mais qui leur posent des problèmes d'efficacité politique considérables. Je terminerai là-dessus en disant que les mouvements de patients, finalement, se situent aussi sur un marché compétitif, que tous ne peuvent pas faire entendre leur voix, et que la logique des mécanismes de représentation plus démocratiques que leur a imposé la loi parfois nuit à la force de leur engagement militant. Mon approche est un peu différente et en cela j'espère qu'elle enrichira votre réflexion. D'une part, j'adhère pleinement à tout ce que Henri Bergeron vient de dire. J'en ai la même expérience et j'en partage l'analyse et aussi probablement la conviction. Toutefois, je vais essayer d'aborder le sujet d'une manière en partie un peu différente. La première approche consiste à s'interroger sur la finalité de l'approche démocratique. Pourquoi souhaitons-nous une approche plus participative du citoyen dans le système de santé? De ce point de vue-là, il me semble que trois éléments distincts doivent retenir notre attention. La première consiste à faire jouer à la personne malade, on dit volontiers chez nous le patient, qui est déjà un terme sémantique intéressant, de lui faire jouer un rôle d'acteur propre de sa santé, qui va intervenir de deux manières différentes. Acteur de la maladie dans laquelle il est atteint et acteur par rapport à l'offre que constitue le système de santé. Et donc mieux éclairé sur ses choix de recours aux prestations possibles fournis par le système de santé. Cette approche-là renvoie à un comportement essentiellement individuel, lié à la maladie dont la personne est atteinte. Une deuxième approche consisterait à considérer l'intervenant, qu'il soit malade, usager, membre de l'entourage d'une personne malade ou représentant des usagers ou des personnes malades. Et là, l'objectif serait de faire de cet intervenant un acteur
non plus de la maladie, mais un acteur du système. En ce sens, il pourrait mieux participer à la pertinence et à la qualité des prestations offertes par le système. Par exemple, l'usager, la personne malade, pourrait intervenir plus dans le bon usage du médicament ou dans l'évaluation qui est faite de l'importance des effets indésirables liés à un médicament, évaluation qui pourrait conduire à une modification plus globale de l'approche bénéfice-risque qui aujourd'hui est faite quasi exclusivement par les experts non malades. La troisième approche consisterait à faire renvoi à la notion anglo-saxonne de accountability. L'idée là est de faire de l'intervenant un moteur d'amélioration du système et non pas seulement un acteur de son bon fonctionnement. L'idée là est de faire en sorte que l'intervenant interpelle le système pour le faire améliorer. Et de ce point de vue-là, on voit du coup un certain nombre d'outils qui peuvent être utilisés pour servir ces différentes finalités qui sont en fait de nature assez différente, même si parfois le même outil peut servir à plusieurs finalités. Je pense par exemple à l'information de l'usager sur la qualité du système de santé. La deuxième approche consiste à s'interroger sur les droits des personnes et donc sur la nécessité qu'il y aurait à avoir une approche juridique spécifique à la santé concernant les droits des citoyens. Alors Henri nous a identifié une loi spécifique qui a tenu compte des particularités liées à la fois au système sanitaire, à la santé des individus et aux risques liés au recours au système de santé. La loi concernant le droit des malades qui date maintenant d'un peu plus de 10 ans. Et sur la question des droits, 3 éléments me semblent devoir être pris en compte. Le premier, c'est celui du champ de leur définition. Est-ce que on identifie des droits particuliers par rapport aux droits généraux concernant l'individu ou les citoyens dans la société? La France a répondu positivement pour des questions probablement plus politiques que juridiques. Mais c'est un sujet de discussion, ou en tout cas d'analyse. La France a également apporté un certain nombre de réponses spécifiques. Par exemple, le droit ou les droits des individus dans le cadre de la recherche biomédicale ou dans le cadre du recours de l'utilisation d'éléments du corps humain ou un droit spécifique concernant la réparation en cas d'aléas thérapeutiques dans le cadre du recours au système de santé. La deuxième approche concerne l'accès aux droits, non plus leur définition, mais leurs conditions d'accès. Et de ce point de vue-là, il me semble intéressant de s'interroger sur les différents outils qui permettent le mieux l'application de cette volonté politique d'élargir
l'accès aux droits et notamment aux droits spécifiques des personnes malades. Et la troisième approche est celle du recours, dans la mesure où, comme l'a indiqué Henri, encore aujourd'hui, de nombreuses personnes ont des difficultés pour faire valoir leurs droits. De ce point de vue-là, il me semble qu'il faut s'interroger de deux façons différentes. La première est quelle est la philosophie qu'on attache aux droits spécifiques qu'on voudrait définir? Est-ce qu'on est essentiellement dans une logique d'orientation, le droit qui oriente le comportement des citoyens en général ou des professionnels de santé? Est-ce qu'on est dans une logique d'encadrement d'activité médicale, dans une logique plus contraignante encore de dogme, de règles auxquelles on ne pourrait déroger, voire même d'interdits? Et donc, est-ce qu'on est plus dans une logique d'aide ou dans une logique de contrainte? Et de ce point de vue-là, en matière de gestion publique, les choses ont évolué ces dernières années en France, puisque à côté du droit, et notamment du droit de la santé, qui s'est énormément amplifié, nous avons de plus en plus recours également à la logique contractuelle dans la gestion quotidienne de la politique de santé et de fonctionnement du système de santé. Parallèlement à ces deux approches, droit et contrat, nous avons également développé tout un outillage d'accompagnement pour aider essentiellement les professionnels de santé à bien faire leur travail. Le deuxième et le dernier d'ailleurs, élément sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est celui non plus du droit, mais des responsabilités des usagers en matière de santé. Dans la mesure où aujourd'hui, cet élément-là a peu évolué en France, mais pourrait évoluer d'une manière extrêmement significative, notamment au regard des expériences étrangères. Je pense par exemple à l'expérience ou à la tradition presque anglaise, qui est de beaucoup plus responsabiliser l'usager en matière de santé, avec du coup la possibilité de discrimination négative pour un certain nombre de malades qui ne prendraient pas suffisamment en compte les risques dont ils sont porteurs ou les thérapeutiques qui leur sont préconisées. Je pense également à certaines approches assurantielles allemandes qui consistent au contraire à inciter certains malades à changer favorablement par rapport au risque leur comportement individuel. En France, la réflexion a très peu avancé sur ce sujet. Il est à craindre qu'un jour le sujet vienne de la société, de la pression sociale, plus que de la réflexion collective ou de la décision politique. Et donc, c'est un enjeu important au regard du principe de solidarité, qui est un principe, selon nous, fondamental du système de santé en France. Et donc, de ce point de vue-là, la manière dont risque d'évoluer la prise en compte des responsabilités individuelles des citoyens risque de faire évoluer l'ensemble du droit de la responsabilité et notamment de la répartition des responsabilités entre décideurs publics
professionnels de santé et usagers du système de santé. Voilà les quelques réflexions que nous vous proposons. Il nous reste, je crois, quelques minutes. Probablement le plus intéressant pour vous serait de voir si vous voulez qu'on réagisse à des questions complémentaires que vous souhaiteriez nous poser ou des éclaircissements par rapport à nos propos. En effet, nous avons quelques minutes et le seul problème, c'est que nous avons des limitations d'interactivité. Donc, il va falloir qu'on me pose la question parce que l'interprète n'a pas d'accès au son pour vous parler. Donc, il va falloir que moi, je fasse l'interprétation. Donc, on me pose la question et moi, je vous la transmets, la question. Et donc, on aura, mais pour votre réponse, on aura toujours l'interprétation simultanée. Je vais essayer quand même de tourner la caméra vers le public pour qu'on puisse, pour que vous pouvez voir les publics. Tem como virar a câmera para que eles ao menos vejam o auditório no momento? Dis-lui qu'on est déjà très content de l'avoir elle. Portugais. C'est très gentil, mais quand même, je sais que c'est un exercice très difficile pour vous, n'est-ce pas, de parler sans voir les publics. Voilà. Ah oui. Bonjour. Ça marche. Donc, on vous fait signe. Et voilà. Très convivial. Donc, je vais proposer à Léofi qui pose des questions. Quem gostaria de fazer uma pergunta? Por favor. Pode falar. La question de la dualisation du système. Bon, mais. Vas-y, toi, parce que il faut combler pendant 10 minutes. Alors. Em relação na participação na carta. Posso falar em português, se quiser. Ah! Só agora o senhor me disse. Vivei em Lisboa durante 4 anos. Que maravilha! Bom, então eu não preciso traduzir a pergunta. Si, precisa traduire. D'accord. Donc on pose la question de savoir comment se passe la participation des citoyens à la chaire santé, c'est-à-dire comment la chaire santé, quels sont les outils, les mécanismes d'interaction avec la société. Bonne question, très bonne question. Bon, il y a une activité de conférences et de publications qui, par vocation, s'adresse à un public plus large que simplement les étudiants, les académiques et les experts. Donc ce sont très souvent des conférences qui sont ouvertes à tout le monde avec des professionnels, des citoyens, des représentants de patients également, qui sont très souvent présents. Et c'est vrai que dans beaucoup de nos conférences et colloques, nous faisons venir comme intervenant une voix de la représentation des patients. Quel que soit le sujet, ça peut être le financement du système d'assurance maladie, le droit des patients, la gestion des crises, je ne sais quoi encore. Il y a toujours un espace de discussion qui est réservé à les représentants de patients ou de familles ou d'usagers plus généralement. Donc leur voix est assurée dans ce cadre-là par l'intermédiaire des débats que nous organisons régulièrement. C'est gratuit, hein. Les inscriptions sont gratuites à nos colloques. D'accord, merci beaucoup. En pratique, nous avons une tribune mensuelle et nous organisons entre 8 et 10 colloques par an.
au moins. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Ok. Outras questões? Pois não? D'accord. On vous demande un peu plus de précision sur la responsabilité de l'usager. Em relação à cátedra, não. Em relação ao Sistema Nacional Alors, de Saúde. je vais commencer par répondre sur une base peut-être un peu générale, et puis je passerai. Pendant longtemps, on a cherché à améliorer le droit des patients. Et c'est vrai qu'avec le tournant néolibéral qu'a connu l'Europe dans les années 80, la question du devoir des patients a commencé à devenir plus importante. De manière très concrète, vous avez une loi en 2002 qui est votée pour garantir le droit des patients, et en 2004, portée par un gouvernement de droite, une loi de santé publique est votée et a, entre autres, pour objectif d'insister sur le devoir des patients. Alors, on a un mouvement dans les politiques de santé européennes, et notamment en France, qui vise de plus en plus à insister sur la responsabilité des individus par rapport à leur propre comportement de santé. Les individus sont considérés comme autonomes, responsables. Il faut les informer pour qu'ils arrêtent de boire, de fumer, de manger n'importe comment. Et donc il y a, avec ces politiques qui sont des politiques de rétrécissement de l'État-providence, également des politiques qui insistent sur la responsabilisation individuelle. Et certains auteurs considèrent, par exemple dans le cas de la France, que nous assistons à une dualisation de la protection sociale. Dualisation entre ce qui relève de la solidarité nationale qui est financée par l'impôt et qui couvre notamment le grand risque, les grandes pathologies, et puis de plus en plus ce qui relève du petit risque, qui doit être cette fois financé par les acteurs individuels auprès d'assurances privées. Et ça crée des situations qui contribuent à approfondir les inégalités de santé, la diminution des recours aux soins, et ça c'est effectivement un phénomène relativement préoccupant. Donc on peut concevoir aussi cette question de la responsabilité dans sa dimension proprement politique, d'une perspective qui fait comme si les individus étaient parfaitement responsables de leur santé. Or, quand on constate les statistiques épidémiologiques, on voit bien que les gens des classes populaires et moins aisés sont ceux qui fument le plus, qui boivent le plus et qui sont le plus exposés à toutes sortes de pathologies. Voilà, donc beaucoup d'analystes considèrent que la responsabilité de l'individu est une fiction politique très liée à la pensée néolibérale. Très bien, merci beaucoup. Alors, autre élément concernant la responsabilité des usagers. Elle diffère assez considérablement de l'encadrement qui est très important des pratiques des professionnels de santé et de l'organisation des soins, où là nous disposons de beaucoup de normes. En ce qui concerne la responsabilité des usagers,
elle est pratiquement nulle, au sens où le comportement des usagers est laissé à leur libre appréciation. Ils ont le libre choix de recourir au système de santé, de consommer plus ou moins de biens de santé, et le seul élément concerne essentiellement des incitations financières. Par exemple, dans le cadre de notre politique périnatale, dans le cadre de certaines vaccinations ou certains dépistages, ou par exemple par la prise en charge de substituts nicotiniques. À l'inverse, les contraintes sont faibles. Je me viens à l'esprit essentiellement la politique d'augmentation du prix du tabac qui quelque part responsabilise l'usager dans le cadre de la protection de sa santé. Alors, merci beaucoup. Nous sommes très, très reconnaissants pour votre participation qui nous a beaucoup apporté. J'aimerais remercier encore à Isabelle Gouriot, sans qui cette rencontre ne serait pas possible. Et donc, vous dire qu'on va vous inviter à plusieurs reprises à être avec nous, on espère personnellement et bientôt. Et donc, nous continuons ici à São Paulo ces colloques. Mais maintenant, on vous dit au revoir et merci beaucoup. Então, até a próxima. Merci beaucoup de votre accueil. Merci de nous avoir invités. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Muito obrigada ao auditório pela paciência dessa aventura técnica, não é? Nossa estreia no NAPDIS, a nossa estreia em uso de videoconferência. Acho que globalmente nos saímos bem. Queria agradecer muito ao Bruno, a Silmara, ao Rafael, o Matheus e também a Sandra, que fez a interpretação, por todas as diligências que fizeram, sem as quais não teria sido possível esse encontro. E gostaria de chamar a Cláudia Amades